Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames, messieurs les maires des départements du Languedoc-Roussillon, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les directeurs des services, mesdames, messieurs les responsables gestionnaires administratifs d'établissements publics de collectivités locales et des centres de gestion du Languedoc-Roussillon, bienvenue à ce webinaire consacré à la déclaration sociale nominative. Je me présente Éric Boutière, correspondant DSN au sein de l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Le JPMDS, l'URSSAF et la CARSAT du Languedoc-Roussillon, les directions départementales des finances publiques et les caisses primaires d'assurance maladie de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales organisent aujourd'hui ce webinaire afin de vous informer de la mise en place de la DSN dans la fonction publique. Les collectivités publiques des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales concernées par cette évolution ont été invitées. Il nous a également paru utile d'étendre cette invitation auprès des collectivités lozériennes qui dépendent de la Caisse commune de sécurité sociale en matière de recouvrement liée avec l'URSSAF Languedoc-Roussillon par une convention de gestion. Il s'agit du 3e webinaire organisé depuis le début de l'année et portant sur la mise en place de la DSN. Il s'agit également du dernier avant la mise en place de la DSN qui, je vous rappelle, est prévu en 2022. L'objectif de ce nouveau webinaire est de se préparer au mieux à l'entrée en DSN. À ce titre, aujourd'hui, nous avons donc la présence de plusieurs experts qui pourront intervenir tout au long de la présentation. Donc, moi étant identifié comme animateur, ainsi que Corinne Loiseau de l'URSSAF qui prendra le relais dans quelques slides du support. La participation du JPMDS avec Didier Kuhn, ainsi que donc nos modérateurs qui vont pouvoir vous répondre en direct à toutes les questions que vous allez pouvoir poser tout au long de la présentation. Donc, Sandrine Laborie de la Caisse primaire d'assurance maladie, Xavier Kervella de la Direction départementale des finances publiques, Sandrine Liagostera pour la partie URSSAF, ainsi que les représentants de la Caisse des dépôts et consignations qui pourront vous répondre tout au long de ce webinaire. Alors, on va rappeler quelques principes de fonctionnement concernant ce webinaire. Donc, du coup, vous avez donc sur l'application... Ah, tu allais trop vite. Du coup, donc, privilégié pour la connexion Google Chrome. Les problèmes de son ou de vidéo sont résolus avec le lien en haut à droite. Donc, vous avez un lien qui s'appelle « Des problèmes avec le son et la vidéo », point d'interrogation. La durée de ce webinaire est prévue de l'ordre d'1 heure à 1h15, avec bien entendu un temps pour les questions-réponses. Un replay sera disponible à l'issue de la présentation. Le support sera également accessible à partir du petit bouton « Nuage ». Et tout au long de la présentation, si vous êtes satisfait, vous pouvez donc réagir avec des émoticônes. Voilà. Vous pouvez retrouver à l'issue de ce webinaire toute la synthèse qui sera disponible sur le site netentreprise.fr et au fur et à mesure donc, de l'évolution de ce webinaire, vous aurez donc des sondages qui seront dans la partie sondage que vous avez sur le bandeau à votre droite. Donc, nous allons pouvoir donc débuter l'entrée en DSN. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, donc on va préparer la DSN, on va rappeler les points d'attention. On va vous présenter comment accéder à la DSN et enfin, on aura donc la DSN J'y suis et on aura donc la participation de 2 collectivités qui vont nous témoigner leur entrée en DSN. Alors, la déclaration sociale nominative va remplacer l'ensemble des déclarations effectuées par les employeurs et leurs mandataires. Une seule démarche permettra donc de déterminer les droits donc, des salariés, que ce soit d'un point de vue retraite, assurance maladie et ou autre, de recouvrer les cotisations, notamment pour l'URSSAF, ainsi que le prélèvement à la source. Pour la fonction publique, la déclaration va déjà remplacer la DASU, donc la déclaration automatisée des données sociales unifiées qui se fait chaque année, la DUX pour la partie URSSAF, ainsi que le prélèvement à la source, transmission des informations relatives au prélèvement. Pour les employés concernés, la DSN substitue également d'autres formalités, notamment les organismes complémentaires, mutuelles, sociétés d'assurance et institutions de prévoyance.
et de recouvrement de la CRPNPAC. La généralisation de la DSN va s'achever en janvier 2022, donc nous sommes très proches de l'échéance à aujourd'hui, et ce webinaire va vous permettre, je pense, de pouvoir entrer d'une façon confortable en DSN à partir de 2022. Alors la DSN, c'est quoi? La DSN, c'est le reflet de la paix. On a donc un petit schéma qui est affiché sur l'écran et qui vous permet de comprendre un petit peu le principe de fonctionnement de la DSN à partir du moment où vous allez établir les P de vos agents. Donc, sur le petit exemple, vous voyez que sur la période de janvier, vous avez donc une flèche de couleur bleue qui vous indique la date à laquelle vous allez émettre la P. Et toute cette période est couverte par la première DSN. Tout changement, toute intervention au niveau de vos salariés, selon la chronologie auquel ils arrivent, seront embarqués dans votre DSN mensuel ou bien seront repris dans la DSN du mois suivant. Donc, il faut bien se dire une chose, c'est que la DSN, c'est une photo à un instant précis de l'acte de paix. Elle contient les informations de la vie d'un agent dans son établissement. Donc, les informations liées à l'activité de l'agent, le contrat, les rémunérations perçues, les primes perçues, les cotisations, les informations liées au signalement d'événements, le prélèvement à la source, donc communication du taux à appliquer aux agents, et ainsi que les éléments à transmettre auprès de la DGFiP. Alors, la DSN est structurée selon un principe, c'est-à-dire que vous avez dans la DSN des blocs entreprises, des blocs établissements, individus, contrats, qui permettent de renseigner toutes les données dont ont besoin les organismes partenaires. Donc, vous voyez, il y a plusieurs blocs qui identifient donc la partie entreprise, la partie établissement, la partie individu, tout ce qui est ramené au contrat de travail et tout ce qui concerne le versement. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes ces informations sont d'ores et déjà intégrées dans vos logiciels de paix et on va dire sont normalement automatisées. Donc, on attend d'une DSN plusieurs données, donc notamment les données de qualité concernant les établissements au niveau de la maille déclarative. Il est préconisé d'utiliser le SIRET responsable de la paix de l'agent, c'est-à-dire qu'en gros, on veut qu'un SIRET déclare que les déclarations DSN soient réalisées par l'établissement où travaille l'agent en question. Donc, dans le cas où un établissement gère la paix pour les autres, il faut refléter la responsabilité juridique gestion administrative la plus proche de la réalité. Le SIRET doit être un compte cotisant actif auprès de l'URSSAF et dans certains cas, pour la fonction publique hospitalière, il est possible de faire ce qu'on appelle du regroupement à condition, bien entendu, d'avoir la même URSSAF de rattachement, le même taux auprès donc, de la CARSAT et d'obtenir l'accord de ces trois donc l'organisme CARSAT, URSSAF et Caisse de dépôt et consignation pour pouvoir prétendre au regroupement. La DSN concerne également les individus et on attend de ceci une qualité au plus proche de la réalité, bien sûr, puisque l'individu sera identifié de manière distincte afin de pouvoir lui permettre d'ouvrir les droits en fonction des organismes en question. Donc, chaque individu doit être identifié dans la DSN par son numéro de sécurité sociale. Celui-ci permet le calcul de l'effectif. Il est possible également, dans les cas où vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale définitif, d'avoir des numéros temporaires, ce qu'on appelle un numéro technique temporaire. Vous avez également la possibilité donc des services en ligne pour faire les demandes d'immatriculation de salariés étrangers
et de transmettre les pièces justificatives de façon 100% dématérialisée. Donc, sur le support que vous avez, qui vous sera mis à disposition, vous avez des liens qui sont intégrés qui vous permettent d'avoir des fiches pratiques permettant d'avoir des éléments complémentaires qu'on n'a pas peut-être abordés dans la présentation, mais qui vous permettront de bien démarrer en DSN. Donc, par exemple, donc, déclarer un service civique, déclarer un stagiaire, déclarer un travailleur handicapé en ESAT, déclarer un élu, déclarer un apprenti. Quand une donnée identifiante change, il est impératif de déclarer ce changement. D'une part, il vous faudra donc transmettre la nouvelle valeur déclarée dans le bloc normal et de faire apparaître l'ancienne valeur dans le bloc changement associé. Alors, au niveau donc, du cercle vertueux de la DSN, on va le schématiser de cette façon, c'est-à-dire vous avez 5 petites bulles qui vont vous préparer à entrer en DSN. Donc, dans un premier temps, il vous faut donc la petite bulle sur la gauche, déterminer les sirettes qui seront déclarées. Ensuite, ces sirettes-là, vous pouvez en contrôler la conformité justement par un outil qui s'appelle le contrôle de sirettes, qui vous permet justement de vérifier l'existence de ces sirettes auprès des organismes. Donc là, on était sur la partie établissement. On continue, on va partir donc sur la partie salariés. Donc cette fois-ci, vous allez donc devoir vérifier la conformité des numéros de sécurité sociale de vos salariés. Si nécessaire, ces derniers devront réaliser les formalités nécessaires pour l'obtention de leur numéro de sécurité sociale définitif. Enfin, quand vous allez préparer l'envoi de votre DSN, vous allez pouvoir, en amont de cet envoi, contrôler la conformité de celle-ci par un petit fichier ou un petit outil qui vous permet de vérifier la conformité de votre envoi DSN. Donc, bien souvent, il est intégré également dans les logiciels de paix. Il s'agit d'un outil DSN VAL qui va vous permettre de contrôler la conformité de vos DSN. Et enfin, lorsque vous allez déposer vos DSN, vous allez donc pouvoir consulter les comptes rendus métiers. Donc, les comptes rendus métiers sont importants puisque ce sont le retour qui sera fait des organismes concernant l'intégration de vos DSN, en vous précisant justement si vous avez donc des anomalies à corriger sur vos DSN. Et durant tout ce cycle de préparation, vous avez bien entendu une obligation de prévenir, d'informer vos salariés de l'entrée dans le dispositif DSN au fur et à mesure. Donc ça, c'est exactement les éléments que je vous ai décrits par le petit schéma. Alors, modifier une DSN. Alors, les données en DSN, bien entendu, peuvent être corrigées différemment selon le moment où on se trouve. Donc, vous avez la possibilité de porter des corrections sur une de vos DSN jusqu'à la veille de l'échéance à minuit par ce qu'on appelle une DSN annule et remplace. Seule la dernière DSN déposée à l'échéance sera prise en compte. Par contre, si vous vous trouvez au-delà de l'échéance, donc après la date d'échéance, la correction sera portée dans la DSN suivante. Alors, comment savoir si on doit faire des changements ou une correction? Les données déclarées chaque mois en DSN sont susceptibles de changements ou de corrections. Donc, au cours du mois principal déclaré, ça va représenter un changement tout simplement. Donc, le bloc changement permet de véhiculer la donnée de la période avant changement ainsi que la date du changement. Par contre, lorsqu'on se trouve après le mois principal déclaré, on va dire que ce sera donc une correction. Et là, 2 méthodes peuvent être appliquées pour corriger les anomalies rencontrées. Donc, première méthode, il s'agit de la méthode différentielle. Dans ce cas-là, la déclaration DSN du mois suivant, déclaration dans la DSN du mois suivant de la différence entre les données intégrées et les données initialement déclarées et celles attendues. Donc, on est sur un mode de régularisation en différentiel.
Et la deuxième méthode consiste tout simplement à faire une annulaire en place des données erronées. Ce qui sous-entend de dire que la déclaration dans la DSN du mois suivant, des données en négatif, plus une déclaration des données corrigées. Donc en clair, sur une déclaration vous êtes trompé, vous annulez l'intégralité de ce que vous avez déclaré et vous déclarez à nouveau le bon montant qu'il aurait fallu déclarer. Concernant les changements, le périmètre des données pouvant faire l'objet des déclarations de bloc changement. Donc tout ce qui est relatif aux données identifiantes pour lesquelles il est nécessaire de connaître l'ancien et la nouvelle valeur. Les données non identifiantes pour lesquelles la date de survenance impacte la protection sociale. Chaque événement déclaré au sein d'un bloc changement est daté par la rubrique date de modification qui correspond à la date d'effet des nouvelles valeurs déclarées dans le bloc individu, ainsi que le bloc contrat. Concernant la correction de données déclarées dans une DSN antérieure, deux natures de données existent. Les données sont dont seule la dernière valeur est utile, exemple l'adresse du salarié, seule la dernière valeur est prise en compte. Les données dont la valeur est nécessairement en cohérence avec une période et pour lesquelles les dates de modification ont un impact sur les droits. Donc la donnée est descriptive et influe sur les droits. Donc on touche les blocs changement d'individu, changement de contrat. Le bloc changement comporte alors la valeur qui aurait dû être transmise et la date de modification ou la date à partir de laquelle elle est valable. Alors, Didier, cette partie est pour toi, donc si tu veux bien, tu peux reprendre la main. Je te remercie, j'avais réouvert ma caméra et je me préparais effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces précisions. Donc là, dans la suite, les diapositives que je vais vous présenter, bien évidemment, vous n'êtes pas normalement touché par toutes. Et tous les cas que je vais relever représentent des points de détail au moment de l'inscription sur la DSN qui ont pu poser des problèmes par le passé. Donc, du coup, on les soulève dans cette présentation, mais vous n'êtes pas normalement touché par toutes. Alors, la première des questions qui est posée, c'est j'ai une convention de paye avec les DGFiP. Comment fais-je? C'est simple, la DDFiP peut, autant que pour la N4DS, réaliser pour vous les opérations au titre de la DSN mensuelle. Et donc, vous devez prendre contact avec votre direction départementale des finances publiques, si vous êtes déjà en convention avec eux, pour voir comment va se passer la prise en charge de la DSN. Même cas de figure, mais là, avec les centres de gestion, ou pour les centres de gestion, certains réalisent la paye à façon, d'autres, effectivement, peuvent vous aiguiller vers un de leurs collègues sur un autre département qui le fait, mais ils ont la capacité de faire la paye à façon, ainsi que les signalements d'événements quand vous y aurez accès. Troisième situation, vous avez bien un logiciel de paye, mais par contre, il n'est pas la norme NeoDes. La norme NeoDes, c'est la norme avec laquelle est écrite la DSN, et vous avez un logiciel qui est à la norme N4DS, qui est celle de la DUX et de la DASU. On vous conseille de contacter très rapidement, voire même en urgence, votre éditeur pour, et d'une, vérifier qu'il vous fournira bien une version DSN de votre logiciel de paie, parce que si ce n'est pas le cas, il faut changer de logiciel, d'éditeur. Et dans quel délai il peut vous adresser s'il l'a fait, et ce n'est pas un problème, donc il vous l'adressera très rapidement. Si par contre, vous faites la paye manuellement, la DSN impose d'avoir un flux dématérialisé issu d'un logiciel de paye. Donc là, on vous invite à prendre contact avec votre centre de gestion, donc il y en a un par département, votre centre de gestion, qui va pouvoir vous orienter vers la meilleure solution pour pouvoir passer à la déclaration sociale nominative. Deuxième cas particulier, alors là c'est encore plus particulier puisque c'est un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Mais ça pourrait être n'importe quel établissement public qui accueillerait deux types de public, c'est-à-dire les agents du régime public et puis les salariés du secteur privé, avec des taux
de cotisations différents et bien évidemment des organismes destinataires de ces cotisations et de gestion des droits des salariés différents. Dans ces cas-là, on vous propose de faire ce qu'on appelle des fractions. C'est-à-dire que pour le même SIRET, dans le même fichier DSN, vous avez deux parties distinctes, une qui va s'appliquer, en l'occurrence, aux salariés du privé et l'autre qui va s'adresser aux agents du secteur public. La seule contrainte absolue pour le fractionnement d'une DSN, c'est que la somme des fractions soit égale à la totalité des agents ou des établissements qui sont concernés par ce SIRET. Ensuite, un autre cas un tout petit peu plus pointu, vous avez deux populations, mais vous voulez continuer à faire un seul règlement. À ce moment-là, le système des fractions le permet aussi, puisque la fraction concerne le déclaratif, les données du déclaratif, mais le bloc 20 qui est pour le règlement peut parfaitement globaliser le paiement. Alors, je parle du bloc 20, je me laisse aller un petit peu. Ce sont les adresses informatiques. On va vous parler de S21, G00, 30 ou 40 en fonction du contrat ou de l'individu. Ce sont les adresses informatiques des données. Les données, ça reste le nom de la personne, ça reste la date de début de contrat, ça reste le numéro de contrat, ça reste le traitement. Ces éléments-là, on continue à les utiliser dans votre logiciel de paye avec ces noms-là. Par contre, on vous donne des adresses informatiques parce que quand on aura une anomalie ou une question ou une difficulté ou que vous voudrez faire un changement sur une donnée, le mieux, c'est d'avoir l'adresse exacte. Ça vous permet de bien corriger la bonne et de ne pas faire une deuxième anomalie alors en voulant corriger la première. Le principe aussi des paiements en décalé. Paiement décalé, ça posait problème au départ parce que le décalage de paye dans la loi, dans le droit français, est interdit. On doit rémunérer sous un délai de 31 jours toute période d'activité. Mais en réalité, c'est pas possible tout le temps, c'est pas possible dans toutes les conditions, ni pour toutes les populations, et puis il faut que l'information arrive, et pourtant la paye, elle tombe à des échéances précises. Donc on a la possibilité d'avoir des rémunérations qui sont versées pour une période autre que la période d'activité. Là, il y a une petite particularité, c'est que les cotisations sociales qui sont prélevées sur ces sommes, quand c'est les cotisations sociales, le taux, l'assiette et le plafond de sécurité sociale qui s'appliquent sont ceux de la période d'activité. Donc, si c'est une activité au mois d'avril qui est rémunérée au mois de mai, les taux de cotisation, les plafonds de sécu et les assiettes en cause sont ceux d'avril, même si l'argent est versé en mai. Par contre, pour le fiscal, il y a la limite pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué, pour le fiscal, la période qui est retenue, c'est celle où la paye a lieu, c'est-à-dire où l'argent change de poche. Donc, c'est nécessaire, du coup, dans la DSN, de préciser tout le temps, que ce soit dans les changements, dans les déclarations ou autres, il faut préciser la période à laquelle se rapporte la donnée que vous publiez ou la donnée que vous corrigez ou que vous changez. Donc, avec ces deux détails-là, effectivement, on a la possibilité d'avoir des traitements décalés et donc d'affecter une fraction à une période de temps ou alors d'avoir une partie des agents dans une typologie ou dans l'autre. Même cas de figure si vous êtes dans une situation un peu complexe avec plusieurs trains de paye. Certains souhaitent faire un train de paye pour les contractuels, un autre pour les agents, un autre par exemple pour les stagiaires. À ce moment-là, on peut faire autant de fractions que de trains de paye, sachant qu'on limite à 9 le nombre de fractions, parce qu'on estime qu'au-delà de 9, c'est plus une erreur, ça peut être effectivement, c'est plus un choix, ça peut être une erreur, et donc du coup, c'est des déclarations à faire de façon plus particulière, et il faut se mettre en rapport avec Net Entreprise pour voir comment ce paramétrage peut avoir lieu. Mais aujourd'hui, plusieurs trains de paye sont parfaitement pris en compte à l'intérieur de la DSN. Autre cas de paye particulier, là c'est sur le premier cas, c'est sur la périodicité de paiement. Vous savez que le paiement mensuel étant la règle, ceux qui sont déjà au trimestre, il y a possibilité de continuer. Donc je vous invite, et c'est une règle de base au départ quand vous avez des interrogations sur le moment où sont attendus certains éléments, c'est de prendre contact avec votre URSSAF pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas de souci, sachant que à aujourd'hui, si vous êtes en trimestriel, il semblerait que vous n'ayez rien de particulier à faire pour que ça continue, alors que
il y a quelque temps, c'était effectivement le côté mensuel. Donc, si vous êtes en trimestriel, vous continuez à le faire. C'est l'ADSN qui est mensuel. Vous devez faire cette déclaration. Le paiement, qui lui, par option peut-être trimestriel, vous pouvez continuer. L'autre question, la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. La DPAE doit être réalisée dans les 8 jours qui précèdent l'arrivée de l'agent ou de l'individu dans l'établissement. La déclaration sociale nominative, elle est faite à l'issue de la paye. Or, on ne va pas payer quelqu'un avant qu'il soit rentré dans l'établissement. Donc, la DPAE ne peut pas être dans la DSN. Donc, vous devez continuer à faire les déclarations préalables à l'embauche sur Net Entreprise au moyen de la DPAE qui est proposée, et elle est proposée dans les centres de formalités des entreprises auprès de votre URSSAF, mais elle est obligatoire dans les 8 jours qui précèdent l'embauche et au plus tard dans la minute qui précède le début d'activité. Autre question au sujet des taxes sur les salaires. Les taxes sur les salaires, en réalité, c'est l'assujettissement des entreprises qui est déclaré sur la DSN une fois par an. C'est en décembre ou en janvier, selon le cas, vous le savez déjà. C'est fait établissement par un bloc qu'on appelle assujettissement fiscal. Et vous voyez à nouveau l'adresse informatique S21 G0044 qui est le bloc assujettissement fiscal. La déclaration est obligatoire pour tout le monde, même si vous n'êtes pas assujetti. C'est-à-dire que vous devez déclarer que vous savez que vous ne devez pas payer cette taxe sur les salaires. Et en cas de cessation d'activité ou de fermeture d'un SIRET, vous avez 60 jours pour réaliser cette déclaration d'assujettissement. Ensuite, on va attaquer les cas particuliers de la fonction publique. Donc, vous voyez dans le titre déjà les mutations. C'est entre crochets FP. Toutes les données spécifiques à la fonction publique sont cotées à l'intérieur du cahier technique ou ailleurs, dans les logiciels de paye, par ce fameux entre crochets FP. Ça vous indique que c'est spécifique à la fonction publique. Et puis, vous avez dans un petit rectangle orange, à droite, écrit en bleu, FC 2399. C'est la fiche consigne 2399, c'est ce qui rassemble toutes les informations que nous avons sur les conditions de déclaration et d'instruction sur le cas des mutations. La mutation ne constitue pas une fin de contrat de travail. Mais dans la DSN, on considère que le contrat de travail, c'est ce que vous avez, vous, dans la fonction publique, comme étant le lien entre l'établissement et l'agent qui travaille dans cet établissement. Donc, quand il y a une mutation, on quitte un établissement pour en intégrer un autre. Donc, l'établissement d'origine, on fait un bloc fin de contrat. Il n'y a plus de lien entre l'établissement et l'agent. On met la date de la mutation, la date d'effet de la mutation. On met en motif de la rupture du contrat, puisque c'est une rupture de contrat, la valeur 100, qui dit mutation au sein du même groupe sans rupture de contrat. Et puis le nouveau, lui, par contre, il va avoir un bloc changement contrat, donc 41, on vous en a parlé quelques diapositives avant, avec dans la rubrique SIRET de l'ancien établissement d'affectation, le SIRET de l'établissement d'origine. Ça va nous permettre de chaîner les informations du même individu, de son premier jour d'activité jusqu'au jour de son décès, quel que soit son statut, l'établissement pour lequel il travaille. Donc on chaîne par le NIR, c'est le NIR qui identifie la personne, et on chaîne les différents SIRET, les différents établissements, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la connaissance qu'ont les organismes de la situation de l'individu. Ça, c'est pour les mutations. Ensuite, autre sujet particulier à la fonction publique, le détachement. Nouvelle fiche consigne, la 2055. Et là, par contre, c'est différent. C'est les deux établissements qui doivent déclarer le fonctionnaire, parce que c'est un détachement, ce n'est pas une mutation. Mais un seul, bien évidemment, va payer les cotisations. Alors, si vous êtes dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, si c'est un emploi qui ne conduit pas à pension, c'est l'établissement d'origine qui doit déclarer les cotisations, sauf les cotisations du RAF, puisque je vous rappelle que les cotisations du RAF sont payées une fois par an. Ça concerne l'année précédente, donc c'est l'établissement d'origine effectivement qui est concerné. Et puis par l'établissement d'accueil pour un emploi conduisant à pension. Pour la fonction publique d'État, c'est un peu plus simple, une seule solution, les cotisations, c'est toujours déclaré par l'établissement d'accueil. Troisième cas, les suspensions, fiche consigne 212. Il convient de déclarer donc toutes les périodes de suspension, quelle que soit la rémunération de l'agent, qu'il soit à 0, 15, 20 ou 100%.
La période doit être déclarée dans un bloc qui s'appelle Autre suspension de l'exécution de contrat, que vous trouvez à l'adresse S21G0065. Et puis quand même avec la précision, pour la CNRACL, le taux de rémunération doit être transmis de façon à ce que les cotisations, enfin les droits gratuits qui sont attribués puissent être attribués. Les fins de contrat, spécificité pour la fonction publique, puisque le législateur a décidé que dans certains cas, en cas de démission ou de départ d'un établissement public, l'agent pouvait avoir droit au chômage et droit à l'aide de Pôle emploi. À ce moment-là, il faut que ça soit déclaré dans la DSN, puisque toutes les fins de contrat sont obligatoirement signalées dans la DSN mensuelle, même s'il n'y a pas eu de signalement de fin de contrat transmis. Si les jours sont entre l'échéance de la DSN et la fin du contrat est identique, ben voilà, on ne va pas faire un signalement pour dire aujourd'hui, alors que monsieur Intel quitte, alors que la DSN est publiée. Donc c'est par contre porté dans la DSN. Vous avez les listes des motifs avec les spécifiques pour la fonction publique 070 ou 071 qui sont les révocations soit suite à abandon de poste, soit suite à sanction pénale. Et puis, si aucun de ces codes ne fonctionne, c'est le code 999, fin de relation avec l'employeur, autre que le contrat de travail, convention ou mandat. La différence de ce qui va vous attendre, alors on dit dernier trimestre 2021, ben on y est, et puis premier trimestre 2022. Alors vous avez en bleu ce qui concerne les données sociales 2021, format norme N4DS, et puis en orange, enfin j'espère que c'est bien les bonnes couleurs que vous voyez s'afficher, et en orange ce qui concerne les données 2022 au format NeoDes, excusez-moi. Alors, dernier trimestre 2021, vous allez finaliser les obligations sociales, la DUX, les tableaux récapitulatifs, et puis fiscal, passereau, de l'année 2021. Et puis, vous allez préparer les éléments de la date SU 2021, qui, elle, va être attendue le 31 janvier 2022. Pendant ce temps-là, vous allez commencer les travaux relatifs à la DSN, vous allez identifier les SIRET déclarants, vous allez fiabiliser les NIR pour que la DSN de janvier 2022 soit bien avec les bonnes données dès le début. Vous allez réaliser une première DSN sur l'environnement de test, consulter les retours et corriger les éventuelles anomalies. Vous avez 3 mois devant vous, ça veut dire que vous avez 3 trains de paye qui peuvent être en test validés sur la plateforme de test et du coup avoir les retours pour avoir les premières anomalies pour pouvoir les corriger. Et puis, vous pouvez informer les agents du passage DSN à partir de la paye de janvier 2022. Rappelez-vous, dans le cercle vertueux de la DSN que vous a présenté Éric Boutière tout à l'heure, on vous disait que vous pouviez informer les agents. Il est important au titre du RGPD et de la CNIL de les informer. C'est peut-être le moment de vérifier avec eux que ce que vous avez à l'intérieur des fiches salariés, des fiches agents, eh ben, les informations sont bonnes et que du coup, vous aurez déjà gagné beaucoup de temps par rapport à la mise en place de la DSN et d'éventuels écarts constatés avec le national. Ça, c'était le dernier trimestre 2021. En premier trimestre 2022, en janvier, vous allez quand même finaliser la DASU 2021 et vous devrez la déposer avant le 31 janvier 2022 et ce sera la dernière DASU que vous ferez. Vous allez faire tourner la paye de janvier avec un logiciel compatible DSN, bien évidemment. Vous allez déposer la DSN du mois principal déclaré janvier avant son échéance en février 2022. On vous disait tout à l'heure, attention, la date d'échéance, c'est la date butoir. On peut déposer une DSN le lendemain de l'échéance du mois précédent. En gros, la paye de juin, vous pouvez la déposer à partir du 6 juin jusqu'au 5 juillet. La paye de juillet, vous pourrez la déposer entre le 6 juillet et le 5 août, et ainsi de suite à chaque fois, ce qui renseigne tout de suite sur les questions que vous pourriez poser sur le fait de savoir si on peut partir en vacances ou s'il faut être présent obligatoirement les 2 mois de façon à pouvoir faire les payes. Tout comme les payes, la DSN, vous pouvez l'anticiper, simplement le dépôt a lieu entre 2 échéances, le lendemain de l'échéance précédente et la veille de l'échéance en cours. Et puis, surtout, vous ne faites plus les anciennes procédures qui sont substituées par la DASU. Alors, la DUX, le tableau récapitulatif et autres, oui, c'est évident et quelque part, la simplification elle est tout de suite claire. Par contre,
certains se posent la question par rapport à Passero. Vous arrêtez Passero. Passero plus DSN égale 2 prélèvements d'impôts. Pas franchement ce qu'on souhaite. Donc de toute façon, le dernier Passero que vous allez faire concernera la paye de décembre. Et dès que vous allez faire la paye de janvier, vous allez passer en déclaration sociale nominative qui va intégrer le PASS, le prélèvement à la source. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas à revenir sur ce sujet. Mais vraiment, j'insiste sur le fait de ne pas faire les deux, parce qu'effectivement, dans ces cas-là, ça va entraîner une double imposition. Et nous avons un premier moment de respiration avec des questions-réponses. Et j'invite mes collègues à me rejoindre pour qu'on reliste des questions qui seraient en attente de façon à ce qu'on puisse y répondre, même si beaucoup de réponses ont trouvé, beaucoup de questions, pardon, ont trouvé des réponses grâce à nos experts qui sont extrêmement rapides sur les claviers. Alors, on a une question qui nous a été remontée a priori concernant les identifiants à positionner pour les différentes caisses, les identifiants des organismes lors du paramétrage. Donc, les identifiants, normalement, si je ne me trompe pas, ne sont pas renseignés, à l'exception des références SIRET des organismes, puisque déjà embarqués dans les logiciels de paie, normalement. C'est une question que tu me posais à moi? C'est une réponse posée à l'Assemblée. Oui, c'est parce que c'est une bonne réponse, hein, ce que tu dis. Donc c'est pour ça, comme il y avait un blanc, je me dis peut-être attend-il une confirmation, mais non, il n'y a pas besoin. C'est la bonne réponse. Mais vous avez les experts de la CDC qui vous ont mis les liens avec les identifiants, effectivement, CNRACL et IRCANTEC. Un lien qui vous a été mis pour l'URSSAF avec le numéro de SIRET. Mais si vous avez le moindre doute, vous avez accès sur Net Entreprise dans la base de connaissances à la liste des différents identifiants. Pour ceux qui sont locaux ou qui sont plus personnels, c'est dans une relation bilatérale avec eux que vous allez pouvoir les obtenir. Pour les complémentaires, quand vous allez faire votre première DSN sur la plateforme de test, quand vous allez l'envoyer dans le compte-rendu métier qui va revenir, il y a de juin normalement un PDF qui va vous redonner les éléments spécifiques des contrats qui ne sont pas correctement renseignés de façon à ce que vous puissiez le faire. Eric s'est sauvé. Non, je suis là, mais j'ai plus de questions qui m'ont été remontées. Alors, je vois qu'on y répond en direct à un grand nombre d'entre elles. Oui. Alors, il y a une question qui a été posée par Madame Dumez. Où trouver des réponses pour corriger les anomalies? Alors, tout dépend du type d'anomalie. Vous allez me dire, avec des réponses comme ça, je veux bien commencer à bosser. En réalité, il y a deux types d'anomalies. Soit vous avez mis une information et on détecte que c'est pas la bonne. Alors la plus simple, hein, c'est on peut avoir une erreur dans le prénom, par exemple, d'une personne, un salarié. On peut avoir une erreur. Alors c'est pas bloquant sur les adresses ou des erreurs dans ce type-là. Donc c'est effectivement, on vous donne l'adresse de la donnée qui est en anomalie et on vous dit que c'est celle qu'il faut changer. Si par contre, ce sont des données qui sont relatives au calcul, à l'application de taux ou autre, c'est vraiment auprès de l'organisme qui vous a fait ce retour métier que vous pouvez trouver la réponse précise, si tant est que vous ne la trouviez pas dans la base de questions-réponses de Net Entreprise qui est mise à votre disposition. Et ça répond en partie à la réponse de Madame Miel qui dit est-ce qu'on a un registre des codes d'anomalie afin qu'on voit rapidement d'où vient le problème. On travaille sur au GIP, on travaille sur la mise en place d'une nouvelle norme qui s'appelle la norme NEORES qui va normaliser les comptes rendus métiers, qui va faire que ce qui revient chez vous soit le plus humainement compréhensible et lisible. Beaucoup de logiciels savent faire le lien entre les adresses informatiques qui sont remontées pour les anomalies et leur correspondance en langage humain, et qui vous proposent directement de faire des corrections. Beaucoup de corrections simples les réponses sont proposées directement par le logiciel de paye. Et puis la dernière que j'ai vue tout de suite, pour Madame Sovrano, qui dit en janvier doit-on faire la paye avec les taux passereaux reçus début janvier. Le taux de passe
donc le taux de prélèvement à la source, a une durée de validité de 2 mois. Il peut être utilisé pendant 2 payes suivant sa transmission. Donc, ce que vous recevrez début janvier, c'est le compte-rendu métier de la paye de décembre et il sera à utiliser en février pour la paye de janvier, en mars pour la paye de février. Donc, ça vous laisse largement le temps, éventuellement, de recevoir un nouveau taux, puisque quand vous allez faire votre DSN de janvier, mois principal de janvier à échéance du 5 février, vous recevrez en compte rendu métier de la part de la DGFiP, vous recevrez le taux de passe de l'individu et normalement, s'il n'y a pas d'écart avec le taux déjà connu, c'est quelque chose qui sera transparent pour vous. Mais vous allez recevoir en compte rendu métier tous les mois les retours avec les éventuels nouveaux taux. Pour les mutuelles, Monsieur Alcaraz, je suis incapable de vous répondre pour Sofaxis et Service Social Colomiers. On va trouver la liste des organismes qui sont en DSN. On va vous la mettre à disposition pour pouvoir rechercher dedans. Le mieux, ça serait de passer, leur envoyer un mail directement pour avoir la réponse par eux, parce qu'en plus, ils vont vous donner le code identifiant si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, ils vont vous proposer, en attendant, une démarche bilatérale auprès d'eux. Hop. Monsieur Yarno qui dit, qu'est-ce que c'est que Topaz? Topaz, c'est un moyen d'obtenir en amont les taux d'imposition des agents. Donc, vous remplissez avec les NIR des agents, vous remplissez un tableau Excel que vous adressez. Et en retour, en face des NIR, on vous remet les taux qui sont attendus par la DGFiP. Donc, c'est la DGFiP qui vous répond, sachant que votre agent va être informé que quelqu'un a demandé quel était son taux de passe. Et que quand vous serez en DSN, c'est dans les comptes rendus métiers de la DGFiP que vous aurez les taux s'il y a des changements de taux à faire. Madame Tognetti, on va vous répondre sur l'environnement de test dans quelques secondes, parce que c'est normal que le test DSN ne se transfère pas directement avec le logiciel de paye. Erreur de transmission. Alors Didier, juste, on a une question qui concerne, de Madame Muriel Meillan-Torres concernant la signification des anomalies. Tu sais, par rapport au bloc, donc là, simplement, on a donc un guide technique qui permet de vérifier le paramétrage qui est à faire de ces blocs en anomalie. Donc, ce guide technique est disponible sur netentreprise.fr, sur le site net-entreprise.fr. Alors, on continue par la suite du déroulé. Allez. Donc, Corinne, c'est à toi de prendre le relais, s'il te plaît. Oui, j'arrive. Bonjour à tous, donc Corinne Loiseau de l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Pour ma part, je vais aborder comment vous inscrire sur NetEntreprise, comment faire les procédures de test et comment suivre vos DSN avec le tableau de bord. Donc, tout d'abord, si vous êtes déjà inscrit sur NetEntreprise, donc un petit rappel, seul un administrateur peut ajouter des droits déclaratifs. Donc, si vous n'êtes pas administrateur, il faudra contacter l'administrateur de votre entité afin de lui transmettre les démarches à effectuer pour votre inscription. Ensuite, il faudra cliquer sur « Se connecter » et compléter le formulaire. Saisir vos paramètres donc d'identification, SIRET, nom, prénom, mot de passe, puis cliquer sur « Connexion ». Donc, dans le menu « Personnaliser », vous devrez alors cliquer sur « Gestion », puis « Ajouter la DSN pour le régime général » afin d'être habilité à transmettre des DSN. Donc, la liste des déclarants inscrits s'affiche, ce qui vous permet d'ajouter, donc pour ajouter une habilitation, droit déclaratif, il faudra cocher la case. Pour supprimer une habilitation, il faudra donc la décocher. Et puis, il faudra donc renseigner mot de passe et la question secrète réponse pour
puis cliquez sur Valider. Voilà, c'est une fois que vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, il faudra donc créer votre compte sur Net Entreprise. Donc, pour créer le compte sur Net Entreprise, donc vous cliquerez sur votre compte, puis je crée mon compte. Donc, de la même façon, il va falloir renseigner tous les paramètres d'inscription de votre choix et choisir « Je m'inscris ». Donc, sur la page des conditions générales, il faudra cliquer sur « J'accepte » afin de pouvoir passer à l'étape suivante. On va vous demander donc un mot de passe et une question secrète au cas où vous le perdriez. Puis, cliquez sur « Valider ». Une fois toutes ces informations fournies, vous pourrez alors cliquer sur « S'inscrire sur Net Entreprise ». Maintenant, vous allez pouvoir donc définir votre entreprise. Donc, cliquez sur votre entreprise. Donc, en rubrique, vous allez choisir, sélectionner un organisme, entreprise publique, un employeur des fonctions publiques ou régimes spéciaux. Après, vous allez cliquer sur la DSN pour toutes les déclarations qu'elle remplace. Puis, cocher « Général ». Une fois la sélection effectuée, cliquez sur « Valider ». Un pop-up récapitulatif des services déclaratifs choisis s'ouvre afin que vous puissiez vérifier que tout est OK, puis cliquez sur « Valider ». Ensuite, vous devrez cocher la case d'acceptation de la charte relative à la DSN et cliquer sur « J'accepte ». Ensuite, vous pourrez valider l'inscription, puis retourner sur la page d'accueil. Dans votre boîte mail, vous allez recevoir donc un mail qui vous demandera de valider votre adresse mail. Tant que cette validation ne sera pas effective, votre compte ne pourra pas être actif. Alors, une chose importante, et il est conseillé de le faire, c'est de faire des tests avant le démarrage officiel de la DSN. Donc, ces tests, vous pouvez les faire dès aujourd'hui. Et pour ce faire, vous avez un environnement de test spécifique qui est identique à l'environnement réel. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de test qui s'appelle test.net-entreprise.fr. Vous allez arriver sur le même style de page d'accueil que Net Entreprise. Comment s'inscrit-on sur l'environnement de test? Donc, le module d'inscription est identique à celui présent sur le site Net Entreprise. Donc, les sirettes à utiliser pour l'inscription sur l'environnement de test doivent être connues du référentiel des sirettes de Net Entreprise. Donc, vous pouvez vous trouver dans plusieurs situations. Premièrement, vous êtes déjà inscrit sur Net Entreprise en production, mais pas sur le site de test. Donc là, il faut juste vous inscrire sur la plateforme de test. Les deux inscriptions sont totalement distinctes. Deuxième situation, vous êtes déjà inscrit sur la plateforme de test et avez notamment déjà transmis des tests. Donc, vous pouvez utiliser l'inscription existante ou en cas de perte et d'oubli de votre mot de passe, vous pouvez utiliser la fonctionnalité mot de passe oublié prévue à cet effet. Donc, comment s'inscrit-on? Donc, vous allez sur le site test.net-entreprise.fr, votre compte, s'inscrire et créer votre compte déclarant. Donc, de la même façon que sur la plateforme réelle, vous allez devoir renseigner vos sirettes, nom, prénom, demander pour la connexion. Donc, accepter les conditions générales de la même façon. Puis, sur la page d'identification de votre établissement, cliquez sur étape suivante, choisissez le mot de passe ainsi que le couple de questions-réponses pour le modifier à tout moment. Cliquez sur valider.
Sur la page récapitulative de vos données, cliquez sur « S'inscrire au service Net Entreprise ». Afin de transmettre l'ADSN, vous devez sélectionner dans chaque bloc les informations comme précisées. Donc, quel est votre profil d'entreprise? Désolé, je ne vois pas. C'est trop petit. Je ne vois pas. Donc, vous devez répondre aux 3 questions, puis cliquer sur « Valider ». Ensuite… C'était juste, Madame Oiseau, c'était juste pour montrer graphiquement comment se présentait l'écran d'accueil. Effectivement, on l'a mis, c'est trop petit, mais ça vous donne les endroits où il faut cliquer et coller les réponses. Donc, c'était pas fait exactement pour enseigner, mais surtout pour démontrer. Je m'en excuse, j'ai pas eu le temps de rouvrir le micro et de vous le dire tout de suite. Personne ne peut le lire. Désolé, mais… Bon, personne n'y arrive, hein, c'est pas vous, c'est dans la copie d'écran. Donc, une fois que vous avez rempli toutes ces informations et cliqué sur « Valider », donc vous avez la validation des déclarations. Et donc, il faut vérifier que la déclaration pilote DSNRG fonction publique est bien présente et cliquez sur « Valider ». Ensuite, cochez « J'ai pris connaissance et j'accepte les termes de la charte relative à la DSN ». Donc, en cliquant sur « J'accepte ». Sur la page « Votre inscription en tant qu'entreprise déclarante », cliquez sur « Étape suivante ». Vérifiez les habilitations mentionnées et cliquez sur « Valider l'inscription ». Une fois votre inscription réalisée, de la même manière que sur la plateforme réelle, vous aurez un mail afin de valider votre adresse mail. Donc, un petit point d'attention pour s'inscrire à la plateforme de test, c'est quand il y a déjà un administrateur inscrit pour une entreprise. Donc, tous les administrateurs qui s'inscriront par la suite devront activer ou faire activer leur inscription. Soit en demandant la cooptation par mail, ça permet l'envoi d'un mail à l'ensemble des administrateurs inscrits pour les informer de l'inscription. Les administrateurs devront se connecter sur leur compte pour accorder ou refuser cette inscription en cochant la case afférente à leur choix. Ou deuxième solution, en saisissant la clé d'activation qui, elle, est transmise par courrier postal à l'adresse de l'établissement. Dès réception de la clé d'activation, vous devrez vous connecter pour la saisir. Donc, comment procède-t-on lorsqu'un administrateur est déjà inscrit? Bon, ça détaille là toutes les actions dont je viens de vous parler. Donc, de la même façon, il faut toujours s'inscrire, SIRET, nom, prénom, choisir le mot de passe, ainsi que le couple de questions-réponses. Donc, s'inscrire au service Net Entreprise, puis choisir la méthode de validation de l'inscription. Donc, il est conseillé d'opter pour la cooptation par mail, qui permet donc l'envoi d'un mail à tous les administrateurs pour qu'ils valident l'inscription. Un autre point d'attention, si au bout de 15 jours, la demande de cooptation par mail ou la saisie de la clé d'activation n'a pas été validée, refusée ou saisie, l'inscription du nouvel administrateur sera automatiquement supprimée. Qu'est-ce que permet l'environnement de test? Donc, c'est tout d'abord l'inscription à la plateforme de test, le dépôt des déclarations via l'accès au tableau de bord et l'API, les contrôles normes, ça très important, et vérification d'appartenance pour les SIRET,
la transmission des DSN et les bilans de traitement, donc bilan d'identification des salariés, bilan de contrôle interdéclaration mensuelle, la transmission des données à la Caisse des dépôts et consignations, la transmission des données aux organismes complémentaires, la transmission éventuellement à la MSA et en plus, bien sûr, les accès au retour des différents organismes sur le tableau de bord. Ces retours vous permettront de voir si vous avez des anomalies ou pas et de les corriger pour pouvoir faire un deuxième envoi test. Donc, un point important pour la DSN sur Net Entreprise, c'est consulter le tableau de bord. Donc, ce tableau de bord permet de suivre l'état des DSN. Donc, il se décompose en plusieurs parties. Donc, tout d'abord, l'identification de l'entité. Ensuite, les retours des différents organismes. Un résumé des déclarations déposées, acceptées ou rejetées, avec leurs différents statuts. Une zone de dépôt pour déposer un fichier de test. Et ensuite, des accès, des liens vers les autres organismes. Donc là, on voit l'URSSAF, la CRAM, ainsi de suite. Après, il y a une deuxième partie dans le bilan. Là, c'est un bilan général. Ensuite, on a un bilan lié à l'identification des salariés. Donc, on va avoir plusieurs cas, bien sûr. Soit le salarié, il existe dans le système d'identification, mais certains éléments contiennent des écarts. Donc, on va voir les écarts. Soit le salarié n'est pas trouvé dans le système d'identification. Donc là, ça va vous donner aussi les corrections éventuelles à faire pour que votre DSN de côté salarié soit complètement validé. Vous avez aussi accès aux différents bilans des traitements des différents organismes pour l'identité des salariés, pour les déclarations. Vous avez accès à tous les bilans sur la partie gauche qui vous détaille tout ce que vous avez pu envoyer et toutes les anomalies rencontrées. Donc, ce tableau de bord, il est important. Il ne faut pas oublier d'y accéder une fois, un petit moment après avoir transmis les DSN pour justement suivre les anomalies éventuelles qui pourraient arriver ou persister. Voilà. Maintenant, je vais repasser la parole à Eric pour les témoignages. Alors, en effet, donc nous allons maintenant à la partie la mairie de Pérols, qui normalement va témoigner de son entrée en DSN. Donc, on attend. Ah, ok. Ah, on me souffle qu'elle n'a plus de connexion, donc on va tenter notre deuxième collectivité, donc qui est la mairie du Soleil, sur les Pyrénées-Orientales. Donc on va l'interroger sur son entrée en DSN, notamment sur déjà qui est la mairie du Soleil, quel poste elle assure-t-elle et le nombre de sirettes qu'elle a en gestion.
ainsi que le plan de paix qui est appliqué, s'agit-il d'un plan de paix complexe ou simple, et le son logiciel utilisé. Donc, a priori, donc, Madame Solé nous entend, mais ne, Madame Solé, la mairie de Solé nous entend, mais ne peut pas nous répondre. Donc, on va avoir des réponses par Corinne Loiseau. Donc, ça risque de prendre un petit peu de temps. Oui, elle est en train de les écrire. D'accord. Donc, notre témoin donc, est responsable RH, gère 117 agents à un seul train de paix et utilise le logiciel Berger-Levrault. Corinne ne t'entend plus, donc je prends le relais. Donc, Oui. Madame Orto, responsable RH, 117 agents, un seul train de paix, et le logiciel utilisé n'est autre que Berger-Levrault. Donc, je vais poser ma deuxième question à Madame Orto. Comment avez-vous préparé votre entrée en DSN ? Donc, pour Madame Hortos, elle a préparé donc à l'aide des webinaires et l'éditeur de logiciels les a beaucoup aidés. Un technicien s'est occupé du paramétrage, puis ils ont fait des tests le mois précédent de la bascule en DSN. Donc, l'éditeur de logiciels de paye, Berger-Levrault, avait aussi édité plusieurs guides d'aide justement pour les collectivités. Alors, une troisième question pour Madame Hortos. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez conseiller auprès des collectivités qui ne sont pas entrées en DSN à ce jour ? C'est frustrant, hein, ce petit problème technique Oui. de connexion, parce que Morto s'est patienté depuis tout à l'heure en vidéo et avec le son, et au moment d'intervenir, le lien a lâché. On en est vraiment désolé. Madame Mortos donc, nous signale qu'il y a eu beaucoup de rigueur dans la saisie des contrats et des absences, ce qui a permis justement de mieux gérer toutes les éventuelles anomalies. Et enfin, donc, une dernière question pour Madame Hortos. Profitez-vous déjà de la simplification qu'apporte la DSN? Si oui, comment? Sinon, pourquoi?
Madame Hortos nous précise qu'on ne voit pas le bénéfice immédiatement, mais au bout de quelques mois, cela permet de remplacer les déclarations donc sur Net Entreprise et donc c'est plus rapide. Et donc, moins de risque d'erreur. Madame Hortos nous donne un conseil. Il faut impérativement générer des DSN de test avant de transmettre les fichiers. Donc, on revient là, c'est surtout sur la procédure de test qui est très importante et il faut l'anticiper. Et surtout, cela permet de corriger les anomalies visibles, comme nous dit Madame Hortos. Voilà, donc je pense que donc pour résumer un petit peu le témoignage de Madame Hortos de la mairie de Soleil, anticipation sont les maîtres mots et test bien entendu pour permettre une entrée en DSN de la manière la plus confortable possible. Donc on va passer donc maintenant au deuxième témoignage. On va donc se diriger vers la mairie de Pérols où Madame Bravo va également répondre à nos 4 questions, afin d'apporter son point de vue sur son entrée en DSN. Alors, j'ai vu qu'elle avait pu se reconnecter, mais je ne sais pas si elle a pu avoir le son. Donc, on va essayer de la voir au téléphone. Vas-y, Eric. Madame Bravo est au téléphone, donc normalement, elle devrait entendre tes questions. D'accord. On va recommencer. Donc, on va demander à Madame Bravanté, poste occupé, nombre d'établissements en gestion, nombre d'agents, plan de paie complexe ou simple, et le logiciel utilisé. Alors, j'ai pas tout entendu, mais par contre, je sais à peu près vers où je dois me diriger. Donc, Véronique Bravo, je suis la DRH de la commune de Pérols, collectivité territoriale qui gère 180 agents permanents et une cinquantaine d'agents non permanents. Le numéro SIRET de la collectivité, c'est 213 401 987 00010. Nous avons un seul train de paye qui est normal. Et on est en DSN depuis le 1er janvier 2021. On a profité de cette mise en place puisqu'on a changé d'éditeur et que notre éditeur est maintenant Berger Legros. Donc, on a profité de ce changement de logiciel pour se faire accompagner sur la DSN. D'accord, très bien. Donc, la deuxième question qui vous est posée. Donc, comment avez-vous préparé votre entrée en DSN? Donc, vous venez de nous en parler. Vous avez profité d'un changement de logiciel de paie pour pouvoir entrer dans le dispositif DSN. Et quelle a été votre méthode, les délais de mise en place? En fait, on a été accompagné de notre prestataire avec des tests sur les 15 premiers jours de janvier et on est passé en réel après. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Il faut anticiper un peu parce qu'effectivement, quand on a des anomalies bloquantes, on a un message avec les anomalies bloquantes. Le seul problème qu'on a, et je pense que c'est plus un problème de notre éditeur et de la façon dont sont organisées les rubriques de paye, c'est que quand on a une anomalie bloquante, on ne sait pas quelle est l'anomalie bloquante. Alors par contre, j'ai pu suivre en début le fait de pouvoir se mettre sur Net Entreprise et de faire les tests. Je le verrai avec mes collaboratrices peut-être pour qu'on fasse ces tests-là, puisque je suis pas sûre qu'on les fasse.
Et enfin, quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez conseiller auprès des collectivités qui n'ont pas forcément démarré la DSN? Disons qu'au niveau de la bonne pratique, effectivement, peut-être sur le calendrier sur les calendriers de paye d'anticiper un petit peu pour permettre de pouvoir gérer les anomalies et d'avoir vraiment une rigueur sur l'enregistrement des dates de fin de contrat et voilà. Donc aujourd'hui, on sait que la DSN événementielle, elle est retardée à 2023. Je pense que ce sera beaucoup plus complexe à ce moment-là parce que ça nécessitera vraiment qu'il y ait un suivi réel. Mais aujourd'hui, quand nous on fait l'enregistrement des arrêts maladie, etc., notre logiciel nous demande si on génère la DSN ou pas. On ne génère pas la DSN, mais voilà, il est possible de le faire. Ça se fait automatiquement. Je pense que l'important, c'est vraiment de se caler avec l'éditeur et avec le logiciel qu'on utilise. Très bien. Et enfin, donc, dernière question. Profitez-vous déjà de la simplification qu'apporte la DSN? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Disons qu'en fait, ce qui est positif, c'est que la DSN, ça regroupe en fait toutes les déclarations. C'est quelque chose de global et c'est un transfert global de toutes les déclarations. Et puis, je pense que c'est quelque chose de positif par rapport à ce qui existait avant et la déclaration de fin d'année sur la M4DS, où là, pour le coup, voilà, il n'y aura pas à revenir. Quand on a une anomalie à gérer ou quelque chose qui a été mal enregistré sur un agent, ça se fait au mois le mois et la régularisation, de toute façon, se fait au mois le mois. On n'aura plus cette recherche à faire en fin d'exercice sur toutes les anomalies qui sont générées par le lancement de la M4DS. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pu partager votre expérience au niveau de la DSN. Donc, nous allons échanger maintenant sur les questions qui restent en suspens puisque nous arrivons au terme de notre présentation webinaire. Alors, est-ce que nous avons des questions? Alors, moi, j'en ai vu une qui m'a interpellé. C'était alors je ne sais plus qui a posé la question, mais c'était sur le démarrage en réel de la DSN dès maintenant. Alors, surtout pas, vous devez commencer en début d'année. Donc, votre première DSN est attendue au plus tard au 15 février 2022, si je ne dis pas de bêtises. Mais surtout, ne pas commencer en cours de route. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous conseille, c'est d'établir des tests pour s'assurer que dès le début d'année, ça sera fonctionnel et opérationnel pour vous, mais surtout pas de commencer maintenant en cours d'année. Moi, j'ai mon sujet bateau que j'aime bien reprendre. En l'occurrence, Madame Leray qui dit la DSN événementielle est-elle bien décalée? Alors, la DSN événementielle n'existe pas. Ce qui existe, c'est un flux mensuel qui est le reflet de la paye et des signalements d'événements. Les signalements d'événements, arrêt de travail et fin de contrat de travail ne sont pas attendus pour la fonction publique dans le cadre des contrats du régime public avant le 1er janvier 2023. Mais ça ne veut pas dire que toutes les interruptions de contrat ne sont pas transmises dans la DSN mensuelle. Donc le terme de DSN événementielle, effectivement, est un peu perturbant. Les signalements, c'est-à-dire la grande simplification que va apporter la DSN, et vous le verrez quand vous allez y passer, vous allez pouvoir le mesurer, c'est à partir du 1er janvier 2023, et donc en réalité à partir du 1er avril 2023, puisqu'il faut qu'il y ait de l'ancienneté, il faut qu'il y ait 3 mois d'ancienneté de DSN mensuelle pour pouvoir substituer la DSIJ. Pour l'instant, la DSIJ continue à l'utiliser. Pour leur régime de moins de 28 heures et pour les contractuels de droit privé, effectivement, dans certains cas, le signalement d'événement est recevable par votre CEPAM. Donc ça, c'est un lien que vous pouvez avoir avec eux directement pour savoir. Normalement, oui. Et ensuite, pour les autres signalements, non. Vous n'aurez accès qu'à partir du 1er janvier 2023. Pour l'instant, les anciennes procédures perdurent.
Par contre, les fins de contrat de travail sont toutes à renseigner dans les DSN mensuels. Hein. Même s'il n'y a pas eu de signalement d'événement, il faut que ça soit porté dans la DSN mensuelle. Ensuite, Madame Miel, qui me paraît être quelqu'un d'extrêmement malin, qui dit sur Berger-Levrault, les tests fonctionnent. Après, il faut décocher les cotisations dont vous n'avez pas la code. Vous n'avez pas les codes, ça limite vos erreurs bloquantes. Oui, bah oui, puisque si on n'a pas les codes, ça fait une erreur bloquante. Si on décoche, ça ne se voit pas qu'on n'a pas les codes. Donc, effectivement, vous avez raison. Ça permet de passer. Mais le jour où vous allez en avoir besoin, c'est dommage parce que les codes vont être absents et vous allez avoir besoin et ça va être un peu dans le stress. Donc, oui, pour vérifier que tout le reste passe, oui, mais ce n'est pas quelque chose qui, dans le temps, est destiné à se maintenir, bien sûr. Par contre, au niveau donc, de l'attestation chômage et des JSS, qu'est-ce qui change? Ce qui va changer, c'est qu'au 1er janvier, vous n'aurez plus à faire les DSIJ, vous n'aurez plus à faire les attestations employeurs. Vous ferez un signalement fin de contrat unique, le FCTU, qui va remplacer l'attestation employeur et qui va permettre de rematérialiser. Donc, ça va transmettre les éléments aux organismes qui en ont besoin et ça va vous rematérialiser l'attestation employeur que vous allez imprimer, signer et remettre à l'agent ou au salarié. Pour ce qui est des indemnités journalières, tout va dépendre entre la subrogation, pas de subrogation, le statut de l'agent, mais ça va vous simplifier énormément la vie, à tel point d'ailleurs que dans le régime privé, pour les entreprises privées, quelques-unes faisaient des SIJ en plus des signalements d'événements parce qu'ils ne pensaient pas que le signalement d'événements suffisait, puisqu'il y a très peu d'informations dedans, qu'en réalité, on appelle tout ce qui a déjà été enregistré dans le flux mensuel de la DSN. Donc pour l'instant, c'est pas que vous coincez, c'est qu'effectivement, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose pour ce qui est des agents qui dépendent du régime du secteur public. J'ai eu d'autres questions qui apparaissent, mais du coup, il y a des réponses qui sont... Alors, Madame Davrin qui dit « J'ai lu sur une des diapos qu'il faut informer nos agents salariés du passage en DSN. Que faut-il leur présenter? Le principe, on va vous mettre le lien pour accéder à un modèle de document. C'est le RGPD qui impose de les prévenir que les données des salaires vont être transmises par le biais dématérialisé de la déclaration sociale nominative. Moi, ce que je proposais, c'est de profiter de cette information pour valider auprès d'eux que les informations que vous avez dans les fiches salariés sont toujours d'actualité, toujours les bonnes, de façon à avoir les informations les plus exactes possibles. Ensuite, Madame Collonge, faut-il faire des manips sur le logiciel de paye AGDI avant de faire un test sur Net Entreprise? Et oui, il faut paramétrer le logiciel avant d'aller sur test.net-entreprise.fr. Maintenant, non, vous pouvez aller directement sur la base de connaissances de Net Entreprise pour aller chercher les informations ou pour aller consulter les MOOC ou consulter les webinars qu'on a déjà fait, que vous pouvez revoir, pour lesquels vous pouvez télécharger les supports dans lesquels se trouvent des liens hypertextes avec beaucoup de documents qui vous sont nécessaires ou qui vont être demandés. Donc n'hésitez pas. C'est quelque chose qui est possible. Par contre, pour ce qui est de la DSN, bien évidemment, il faut paramétrer votre logiciel de paye avant de démarrer le premier test. Sinon, vous allez avoir que des anomalies bloquantes partout. Alors, après, ça peut être un choix. Hein, c'est-à-dire que vous voyez la liste des anomalies bloquantes et puis vous corrigez au fur et à mesure. Ça évite peut-être de tout faire. Je ne sais pas exactement quelle est la bonne méthode. Ça dépend du temps que vous avez et des modalités de fonctionnement que vous préférez. Alors, quand vous allez sur Net Entreprise Passereau, me dit Mme Gonzalez, il n'y a rien. Est-ce normal? Alors, des gens les gardent 90 jours, c'est pas normal qu'il y ait rien, donc il doit y avoir quelque chose et je vous invite à utiliser le formulaire de contact Net Entreprise / nous contacter de façon à ce qu'on puisse faire une vérification très rapide en fonction de votre tirette de ce qui se passe exactement. Et Madame Niel, qui finalement elle essaie de me piéger, elle essaie de nous trouver des choses. Alors, nous faisons les payes vers le 20 du mois avec les éléments de paye du mois. Jusque-là, rien d'anormal. Des agents contractuels ont un CDD, peuvent avoir un avenant après la réalisation des payes. Du coup, la fin de contrat n'est plus et la DSN sera fausse.
Faut-il vraiment être en corrélation, et en plus vous utilisez des mots que j'arrive pas à répéter, faut-il vraiment être en corrélation avec les types de contrats? Je vais vous amener directement sur la petite frise qui était au début, qui va devenir votre meilleur ami pour répondre aux questions que vous avez. Je vois qu'il y a des moqueurs dans l'assistance. Là, je vois des émoticônes de rire qui tombent. Alors voilà, c'est cette enfin d'agent mieux fait de moteur. C'est ça dont je vous parlais. Vous voyez la petite frise calendaire. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, 1er au 30 ou 1er au 31. Et je sais, on aurait pu mettre un autre mois que le mois de février, parce que dans certains cas, il n'y a que 28 jours. Je sais. Mais c'était pas pour démontrer ça. C'était pour démontrer que la période calendaire ne correspond pas avec l'émission des payes. Alors là, vous voyez, c'est les petites flèches vers le haut, les bleus. Les 3 bleus, c'est l'émission de la paye. Donc, on va imaginer que c'est au 20. C'est votre cas. Et puis, vous avez un changement de contrat en dessous en jaune dans le mois de janvier, qui est après l'émission de la paye. Et vous apercevez que ce changement de contrat, eh bien, il va être porté dans la DSN du mois de février, le mois principal déclaré de février, déposé le 5 mars. Donc, en réalité, ce qui n'est pas dans la paye, puisqu'on vous dit que la DSN, c'est la photographie de la paye, ce qui n'est pas dans la paye n'est pas dans la DSN. Et par contre, les modifications, que ce soit une intervention au moment qui va suivre l'émission de la paye, ces éléments-là sont déclarés dans la DSN suivante. Et vous voyez que la première DSN de janvier publiée au 5 février, elle porte sur tous les éléments du 1er janvier jusqu'à l'émission de la paye. Ce qui se produit après, jusqu'à l'émission de la paye de février, va se retrouver sur la DSN qui est attendue au mois de mars. Donc j'espère avoir répondu à votre question en vous précisant cet élément, c'est-à-dire que la DSN, on dit qu'elle est mensuelle, en réalité elle est inter-train de paye, que vous devez faire un train de paye au maximum tous les 31 jours et que la DSN emporte les données, les événements et les calculs qui sont intervenus dans cette période entre les 2 trains de paye. Ce n'est pas exactement les dates du calendrier, c'est bien pour ça aussi qu'on ne parle plus de déclaration annuelle, on parle de déclaration sur 12 mois consécutifs, ce qui est équivalent à peu près à la même chose, sauf que ça peut être effectivement de mi-décembre d'une année jusqu'à mi-décembre de l'année en cours, et non pas du 1er janvier au 31 décembre. Il faut qu'on ait les 12 trains de paye consécutifs, les 12 mois consécutifs. Mais vous aviez entièrement raison, si on n'est pas sur la bonne fin de contrat, la DSN est fausse, sauf que, comme ça n'est pas passé dans la paye sur cette DSN-là, la DSN étant le reflet de la paye, c'est normal, ça sera porté dans la DSN suivante. Ça n'empêche pas que vous pouvez rémunérer l'agent avec un complément ou avec un acompte ou avec des éléments comme ça auparavant. Hein. Toujours Madame Gonzalez, peut-on faire plusieurs tests pour une même période? Oui, bien sûr, vous est-il répondu. Par le biais des DSN annulés en place, hein, à chaque fois que vous faites une DSN, vous la déposez, vous avez des premiers comptes rendus qui remontent. Certains comptes rendus métiers ne reviennent qu'après l'échéance. Donc en réalité, là, vous allez avoir une échéance qui va être au 5 novembre. Donc vous n'aurez certains comptes rendus métiers que dans le courant du mois de novembre. Et du coup, vous pourrez porter ces corrections sur la DSN que vous allez poster avant le 5 décembre avec des retours courant décembre pour faire les modifications, pour être calé au moment de fin décembre que vous allez poster le 5 janvier. Vous aurez les retours. Vous voyez, à chaque fois, on décale dans le temps. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire. Et si sur une même période, vous voulez faire plusieurs tests, c'est-à-dire vous avez un premier compte rendu qui vous dit « Ah, il y a telle erreur », vous n'êtes pas encore à la période d'échéance, vous faites une annulée remplace, donc vous repostez une DSN pour la même période avec les corrections qui ont été portées. Et si tout va bien, vous ne recevez pas en retour cette nouvelle, cette anomalie. Alors, Madame Malray qui demande, après avoir déposé une DSN test sur TestNet Entreprise, jusque-là, tout est parfait. Il y a des anomalies, comment peut-on les solutionner avec, par exemple, l'URSSAF anomalie? En réalité, dans les anomalies qui remontent, on vous indique quelle est la valeur qui est en défaut, ou le problème qui est en défaut, ainsi que l'adresse informatique du lieu où le corriger. Donc, c'est dans le logiciel de paye que vous faites la correction et que vous mettez la nouvelle bonne valeur, ou la nouvelle bonne base, ou la nouvelle bonne date, avec
soit sur la DSN annulée en place et donc vous écrasez la DSN précédente avec les nouvelles bonnes valeurs, soit si l'échéance est dépassée, vous passez par des blocs changements ou des blocs corrections et du coup, on met en place les bons éléments tout de suite. Madame Sorano, vous avez bénéficié de l'hyperactivité de Sophie Caillot parce que vous avez reçu le lien avant même que j'ai eu le temps de lire la question. Eh bien, Madame Huchette, comment procéder lorsqu'un agent a son contrat qui prend fin le 30 du mois et pour lequel nous devons verser une indemnité de précarité le mois suivant? Eh bien, vous avez sous vos yeux ébahis la diapositive avec la petite frise calendaire et vous voyez que si la paye est émise, ce qui est le cas avant le 30 du mois, eh bien, l'indemnité de précarité est à porter sur la DSN du mois suivant, sachant que, et c'est en ça que je dis que ce n'est pas une DSN événementielle, si vous avez la possibilité de faire un signalement de fin de contrat de travail unique, ça va vous permettre d'éditer l'attestation employeur pour l'agent et donc du coup, lui verser la totalité de ce que vous lui devez avant même que la DSN mensuelle soit transmise ou que la DSN mensuelle dans laquelle il y a le bloc correctif pour l'indemnité de précarité soit portée. Là, simplement, l'indemnité de précarité, vous allez juste donner les bonnes dates de prise en compte, sachant que c'est pas forcément la date de paiement n'est pas forcément la date d'activité, c'est pas forcément les mêmes périodes. Madame Davra, on est en train de vous répondre, Madame Escande aussi. Alors, Madame Maurice, pour les tests, nous ne sommes pas obligés de passer par la plateforme de test Berger-Levrault, préconise de passer directement sur la plateforme DSN, mais en cochant test. Alors, nous avons fait les présentations avec Berger-Levrault, on a fait 4 séminaires avec eux. Les 4 séminaires que nous avons fait avec eux, nous avons dit la même chose, qui était un petit peu différente, puisque en réalité, Berger-Levrault, sur son système Imagnus, je crois que c'est Imagnus, la version de test est déjà accessible. Donc, ils vous disent de rester en version sur le logiciel en version test, que ça ne sort pas, que ça reste dans le logiciel. Nous, on a quand même tendance à vous dire valider sur la plateforme de test le fichier que vous avez de façon à avoir les bons éléments. C'est juste une offre, c'est assez, j'allais dire c'est sympa, non, c'est pas sympa parce que c'est payant. Mais Berger-Levrault vous met à disposition les outils de pré-contrôle, les outils de contrôle de cohérence entre les déclarations directement dans son logiciel. Donc c'est à ce moment-là que ces premières validations et ces premiers tests sont faits. Maintenant, il n'envoie pas ni sur la CDC, donc les fonds de retraite, ni sur certains autres organismes les informations que la plateforme de test envoie. Et du coup, vous n'avez pas les retours des comptes rendus métiers, dont je vous souhaite qu'ils soient bons. Il y en a pas mal qui sont bons tout de suite. On est aujourd'hui dans des situations où on fait passer un peu plus de 23 millions de déclarations par mois avec un taux de qualité, enfin un taux de conformité de 97%. Donc il n'y a que 3% sur lesquels il y a des anomalies ou des erreurs, et certaines ne sont pas forcément des anomalies ou des erreurs, ça peut être simplement un mauvais paramétrage qui est mis en place, ça peut être un nouvel agent qui se trouve avec un prénom accentué, alors que dans le SNGI, c'est-à-dire le service national d'identification, il est sans accent, et du coup ça apparaît comme une anomalie qui n'est pas bloquante, mais c'est une anomalie parce que le prénom n'est pas exactement le même, et il faut faire le lien entre les deux. Donc, il est possible aussi que vous ayez des retours. Il y avait quelqu'un qui posait la question ce matin dans on n'y croyait pas trop en lisant sa question, qui nous disait mais moi j'ai fait les tests, je suis embêté parce que tous les comptes rendus métiers sont OK. Ça veut dire que tout était bon dès le premier test. Alors c'est sûrement quelqu'un qui avait un plan de paye très simple et qui avait une organisation administrative qui lui permettait d'être très cool dès le début et d'être juste dès le début, mais il avait tous ses comptes rendus qui étaient remontés OK. Donc tout allait bien et était déjà prêt dès le premier test, il était prêt pour faire sa DSN. Je vous souhaite que ce soit le cas, je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours et je suis sûr que ce n'est pas forcément simple. Pour que je vous dise c'est exceptionnel, c'est qu'on a eu un peu plus de 3500 personnes qui sont venues assister à nos webinaires. Pour l'instant, il y en a un seul qui nous a dit qu'il avait tout eu OK du premier coup. Mais on n'a pas eu beaucoup non plus qui étaient extrêmement inquiets en disant j'en reçois des milliers. C'était vraiment pas le cas. Et surtout, comme les anomalies sont, si ce sont des anomalies par exemple identifiantes ou sur nominatif, on peut avoir
alors, je dis une bêtise. Enfin, c'est pas forcément une bêtise puisque c'est déjà un cas qu'on a vu. Dans le paramétrage, pour ne pas perdre de temps, quelqu'un avait décidé de mettre date de début des contrats pour tout le monde, 1er janvier 2020. Sauf que c'est pas possible. Donc on était, et qu'il y avait, je crois, 600 ou 650 agents, et donc qui, dès la première DSN, a reçu 650 anomalies. Et là, du coup, ça pose problème. C'est simplement, on a besoin d'avoir la vraie date de début. Ça ne peut pas être le 1er janvier, déjà parce qu'il n'est pas travaillé. Donc, à part certains cas, et je sais, vous allez me dire, tous ceux qui sont d'astreinte ou autres peuvent parfaitement travailler le 1er janvier. Il n'y a que le 1er mai qui est un jour férié chômé, mais le 1er janvier, c'est un jour férié. Ça paraissait surprenant que tous les agents de la collectivité aient un début de contrat. Donc, il y avait autant d'anomalies que d'agents, alors qu'en réalité, c'était un seul problème qui était posé. Donc, ne soyez pas non plus soit impressionnés, soit sensibilisés au nombre d'anomalies. Si ce sont des anomalies qui touchent l'individu, ça peut parfaitement être important en quantité, alors que ce n'est pas le cas. Peut-on déposer une DSN test sur Net Entreprise hors délai du mois précédent? Madame Malray, non, si vous êtes hors délai, même si elle est en test, sur la plateforme de production, sur la plateforme Net Entreprise, vous allez recevoir une anomalie bloquante et vous allez recevoir un refus. C'est sur la plateforme test de Net Entreprise, donc test.net-entreprise.fr, que vous pouvez déposer des DSN, et même si ça apparaît avec une erreur, ça ne sera pas refusé. Donc oui, quand on est dans la version test, ce n'est pas refusé. Quand vous êtes sur la plateforme de production, vous prenez le risque, effectivement, que dès le premier bloc, ce qu'on appelle les premiers contrôles du premier bloc, ça soit date dépassée et qu'on refuse votre DSN, même en version test. Madame Collonge, vous avez Madame Guerriot qui est en train de vous répondre sur le délai du premier retour. Si je continue à remonter. Merci Madame Inel. Oui, retour 180 erreurs bloquantes. Ça peut être sur la même erreur pour 20 personnes. Oui, oui. Faut vraiment développer, aller regarder. Je vous remercie de votre intervention. Ça marche aussi. Le partage de bonnes pratiques entre vous est aussi intéressant. Et là, en l'occurrence, vous avez raison de compléter ce que j'avais dit, voire même de le préciser. Il faut vraiment développer le code erreur pour s'apercevoir de quoi il s'agit et puis effectivement de l'appliquer. Et après, il y a des questions tellement pointues que je laisse mes collègues de la CDC vous répondre, parce que là, c'est des questions quasiment métiers avec des acronymes en plus que j'ignore, donc je ne voudrais pas vous donner une réponse pas complète. Vous avez Madame Lagostera qui vous redonne l'adresse act.lr@ursaf.fr pour les questions concernant l'URSSAF, ou alors qui vous invite à passer par le compte en ligne URSSAF. Vous avez vu que en bas du compte du tableau de bord, vous avez les liens que l'on appelle du cercle de confiance. Le cercle de confiance, c'est quand vous êtes identifié sur Net Entreprise, vous êtes réputé identifié sur le compte ursaf.fr, sur le compte Amélie, sur d'autres comptes, parce que nous partageons des briques d'identification, et du coup, vous pouvez aller d'un site à l'autre, d'un portail à l'autre, ou d'un organisme à l'autre, sans avoir à vous réauthentifier à chaque fois. C'est une grande simplicité et une grande simplification qui vous est proposée. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que vous avez dans le tableau de bord un compte-rendu métier avec une anomalie liée à l'URSSAF que vous ne comprenez pas, ou pour lequel vous avez besoin d'une précision. Vous vous connectez avec le petit bouton sur mon compte URSSAF en ligne, sans vous réauthentifier, vous allez soit poser la question, soit consulter des documents qui y sont. Vous avez la réponse, vous recliquez sur Net Entreprise et vous revenez sur votre déclaration. Sur votre tableau de bord, pardon. La déclaration, c'est dans le logiciel. Alors, Madame Gonzalez, je vous invite à prendre contact avec votre centre de gestion. Le centre de gestion, c'est un organisme qui est présent dans chaque département, qui a pour vocation à accompagner, aider, former les collectivités territoriales, en plus du CNFPT, bien évidemment, et surtout qui va vous faire gagner énormément de temps, parce que beaucoup de choses
finalement, ils vont le partager, ils connaissent les interlocuteurs locaux, ils vont pouvoir vous guider sur les bons interlocuteurs et dans les bonnes conditions. Nous, au niveau national, ce serait prétentieux que de vouloir vous aider à répondre de façon exhaustive à cette question pour la commune de moins de 5000 habitants, 1500 habitants, pardon, et savoir quelles sont les déclarations chaque mois et chaque trimestre sur quel site. Je peux juste vous dire qu'avec la DSN, on a déjà supprimé 26 déclarations différentes par une seule qui est faite mensuellement, mais je vous invite vraiment, alors, et d'une, à vous approcher de votre éditeur de logiciel pour voir le paramétrage de votre logiciel, et de deux, allez voir le centre de gestion, prendre contact avec le centre de gestion pour qu'il puisse vous aider, voire vous mettre en relation avec des communes de la même taille, avec le même logiciel de votre environnement, de façon à ce que vous puissiez partager les bonnes pratiques. C'est un écosystème qui marche très bien, je vous y invite. Si j'ai bien compris, je ne peux déposer un fichier test de juillet dans Net Entreprise Test ou autre. Ben non, pour la bonne et simple raison que c'est que si vous le datez du mois de juillet, on va vous répondre que les dates ne sont pas les bonnes. Mais rien ne vous empêche sur la plateforme de test de dater de novembre des informations que vous aviez déjà recueillies pour juillet. Alors bien sûr, le 14 juillet, où les dimanches ne seront pas forcément les mêmes, c'est évident, mais les données de paye, à la limite, vous avez juste à changer les dates. Par contre, l'environnement de test, même s'il est de test, il n'est pas complètement à côté de la plaque, et lui, il a effectivement un calendrier avec lequel il fonctionne. L'informatique, c'est relativement bête, hein, ça fait que ce qu'on lui dit, et le problème, quand je dis ça ne fait que ce qu'on lui dit, c'est vraiment ça ne fait que ce qu'on lui dit. Hein. Et Madame Gonzalez, n'hésitez pas, alors je me prononce à la place d'Éric Boutière ou Nadal Loiseau ou d'autres intervenants des URSSAF du Languedoc-Roussillon. Les URSSAF du Languedoc-Roussillon ne font pas que prélever les cotisations, ne font pas que des contrôles. Il y a un vrai accompagnement des entreprises et des collectivités, donc n'hésitez pas non plus à les contacter, à vous rapprocher d'eux de façon à mettre en place les meilleures solutions. Tout le monde a à gagner que la DSN et le passage à la DSN se fassent dans de bonnes conditions et que chacun soit à peu près tranquille. Donc là, vous avez vu les interlocuteurs qui sont directs. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, surtout restez pas toute seule et n'affrontez pas ça comme si c'était un mur de brouillard dans lequel vous allez vous enfoncer. Il y a des organisations, il y a des personnes qui peuvent vous aider et qui vont vous accompagner. Hein. C'est vraiment pas un problème. Hein. Et Madame Maurice, oui, Sophie Caillot qui est plus rapide que moi, elle écrit plus vite que je parle. Donc elle est en train déjà de vous répondre pour vous donner la réponse. Oui, bien évidemment. Et en plus, je vous invite tous à aller consulter les foires aux questions des 2 webinaires précédents. Il y a pas mal de questions que vous n'avez pas forcément posées, mais dont les questions peuvent vous venir après, pour lesquelles on a les réponses. Alors surtout, n'hésitez pas, prenez le temps, je sais bien. Alors je sais, je viens de dire une bêtise, prenez le temps. Vous n'avez pas de temps parce que vous n'avez pas que la paye à faire, vous faites plein d'autres choses. J'en suis parfaitement conscient, excusez-moi cet écart de langage, mais si vous en avez l'occasion, consultez ces éléments parce que entre les MOOC, donc les petits applicatifs qui vous présentent des cas de paye précis, entre les témoignages, entre les webinaires, entre les questions-réponses, vous avez une masse d'informations dont beaucoup vont vous servir à faire un paramétrage tranquillement. Je vous rappelle, hein, vous avez 3 mois devant vous. Bon, vous n'êtes pas encore en retard, donc c'est pas trop tard, mais il faudrait peut-être pas tarder quand même. Mais je vois que, d'après les questions que vous posez, que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà commencé à aborder le sujet et à aborder les fichiers. Mais je parle parce que mes collègues ont refermé les caméras, ils se sont cachés, ils me laissent parler tout seul, mais on va avoir l'impression que je suis bavard, mais non. Pas seulement. Je le suis beaucoup. Ou alors ça veut dire que le lien a lâché avec le Languedoc-Roussillon. Mais j'y crois pas. Non, Didier, on est là. Je crois qu'on va pouvoir faire une conclusion sur ce webinaire. Hein. Tu as répondu à toutes les questions. Tout le monde, tous les modérateurs qu'on avait en appui ont pris en charge un grand nombre de questions en espérant que ça a convenu à tout le monde, que ça a répondu aux attentes des collectivités qui n'avaient pas encore franchi le cap de la DSN et que ça va les conforter à un démarrage en douceur dès 2022. Voilà. Voilà, après sur les petites problématiques de son, image qu'on a pu avoir, voilà, c'est les aléas
du direct, si on peut dire. Mm. Voilà. Ben, moi, je tenais à remercier tous les animateurs, modérateurs qui nous ont appuyés pour animer ce webinaire, ainsi que, bien entendu, Mesdames Bravo et Hortos, des collectivités témoins qui ont pu apporter leur témoignage lors de ce webinaire. Et bien entendu, remercier donc l'association des maires des départements du Languedoc-Roussillon pour leur appui également, puisqu'ils ont relayé les différentes invitations pour que tout le monde puisse participer à ce webinaire. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc, c'était, je vous rappelle, le dernier webinaire de l'année pour l'entrée en DSN. Si vous avez des questions, alors, pour la partie URSSAF, Madame Llagostera a transmis dans les questions-réponses l'adresse mail qui pouvait être utilisée pour prendre un contact direct. Sinon, pour contacter l'URSSAF, ça va rester le 3957 pour tout ce qui est, toutes les identifications d'anomalies que vous pouvez rencontrer sur la partie URSSAF uniquement. Voilà, écoutez, je pense qu'on va vous libérer. Vous aurez donc accès au replay à la fin de la session, accès aux échanges que nous avons pu avoir tout au long de la présentation. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir.